Bon, je vais vous demander toute votre indulgence parce que c'est vraiment une première pour moi d'être assise là et de présenter un livre. Mais en même temps, c'est un honneur parce que j'ai trouvé votre livre formidable. Et je vais essayer de vous dire pourquoi en quelques mots. Tout d'abord, il y a cette phrase qui ouvre votre livre que j'ai beaucoup aimée et je ne suis pas la seule. C'est une phrase c'est Albert Camus qui signe la préface enfin de l'adaptation d'un livre de William Faulkner qui est Le Requiem pour une nonne. Et donc cette phrase, c'est la suivante. Ce que voit Faulkner, c'est que la souffrance est un trou et que la lumière vient de ce trou. Oui. Donc j'ai trouvé cette phrase formidable parce que elle résonne tout au long de votre livre. Je dois dire que je dois cette phrase à une analysante. Oui, oui, c'est super. Qui me l'a citée alors qu'elle était sur le divan. Oui, oui. Bon, écoutez, elle a bien fait. Elle a bien fait. Hein? On va continuer à parcourir. Ben, voilà. Oui. Donc, ensuite, l'objet de votre livre, l'angoisse. C'est un sujet, bien sûr, qui nous concerne tous, à la fois comme sujet et comme psychanalyste. Avant vous, Freud et Lacan ont beaucoup théorisé sur l'angoisse et vous ne manquez pas de vous approprier leur travail, mais je trouve que vous faites un pas de plus. Que fait-on de l'angoisse dans une cure et comment va-t-elle évoluer? Il ne s'agit pas pour vous de vouloir éradiquer l'angoisse, et ça vous insistez bien, car bien au contraire, l'angoisse est pour vous un passage obligé pour l'advenu du sujet, et là, vous touchez à un point fondamental qui concerne le lien de l'angoisse au désir. Et vous démontrez cela admirablement bien, à la fois avec votre clinique, mais aussi fidèle à Lacan, pour qui la topologie et la structure, avec un outil que vous êtes là aussi approprié, et sur lequel repose, comme le disait Delia, une partie de votre livre, à savoir le schéma du tort, figure topologique pour tenter de cerner le réel. Je ne suis pas du tout topologue, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont vous maniez la baguette de chef d'orchestre pour faire évoluer les différentes figures topologiques qui se rapprochent, se transforment, s'éloignent et reviennent au rythme d'une chorégraphie très savante. Et on vient juste de parler de danse. Et tout cela autour d'un trou central, le trou du tort, dont il faut se rapprocher sans pourtant tomber dedans et s'y égarer. Bref, vous nous faites troubillonner. Et lorsque le nœud borroméen, ce nœud auquel un certain nombre d'entre nous s'essayent en ce moment en lisant Absalon de Faulkner, lorsqu'il fait son entrée sur scène, tout le monde retient son souffle face à l'intrusion du réel sur l'imaginaire. C'est ainsi que l'angoisse est représentée. Le travail de la cure va alors consister à tenter de réduire les espaces de recouvrement, de séparer, de réduire les jouissances, les deux qui sont inscrites sur le nœud borroméen, et d'équilibrer les trois registres RSI, ce qui a pour effet l'émergence du désir et la levée de l'angoisse. Mais pour ceux que le nœud borroméen rebute, vous proposez une autre approche en revenant à la figure du tort, sur lequel vous inscrivez le chemin de parole de l'analysant. Certains auront peut-être du mal à me croire, mais ces schémas, donc la lecture de votre livre, a eu pour effet, et je ne suis pas la seule, d'écouter autrement les patients, les analysants, surtout lorsqu'il est question du trou, d'angoisse, du vide ou de trop-plein, de l'envahissement de la chose. Cette chose angoissante qu'il s'agit de constituer pendant la cure, dites-vous, vous pourrez peut-être nous en dire un peu plus tout à l'heure.
Cette chose angoissante, il y a quelqu'un qui la connaissait bien, même s'il ne l'avait pas constituée sur le divan. C'est Kafka. Vous consacrez de très belles pages à Kafka et à son œuvre, mais aussi à l'homme Kafka, à son angoisse existentielle que vous nommez détresse, et vous concevez même l'idée d'un tore cylindrique, d'un tunnel traversant quelque chose de sphérique à partir de la lecture de son livre Le Terrier. Vous dites de Kafka qu'il s'est égaré dans le trou du tore. Ce trou du tore, qui n'est pas sans rappeler le trou dans le langage et l'incomplétude du symbolique. Nous sommes bien dans la structure. L'angoisse est première, dixit Freud. Elle renvoie à l'introduction du langage dans le corps du sujet, autre façon de dire que le réel est premier. Le réel était déjà là, dit Lacan. Voilà ce que j'appelle un bref survol de votre livre, de ce livre passionnant, mais il y a bien d'autres choses dont je n'ai pas parlé. Entre autres, par exemple, votre retour très éclairé sur le schéma optique dont vous vous servez ensuite pour l'analyse du tableau des Ménines de Velázquez. Aussi, la place que vous faites à la littérature fantastique, Hoffmann avec L'homme au sable, Henry James, Le tour d'écrou, Maupassant, Cazotte, en montrant comment l'angoisse est liée au surgissement du réel. Votre abord de la phobie, comme le disait tout à l'heure Delia, avec entre autres le livre donc de Diamantis, et vous évoquez aussi une de vos analysantes phobiques qui fonce sur son petit carnet après chaque séance et annule ainsi les effets de coupure. Et à propos de coupure, cela m'évoque la coupure interprétative que l'on peut rapprocher de la découpe de la bande de Mobius, dont je n'ai pas non plus parlé. Il y a aussi quelque chose dont vous pourriez nous parler, c'est la question de l'illusion optique et de ce désir de vouloir la retrouver. Alors là, je vais vous citer, vous dites en concernant cette illusion sphérique, j'ai dit optique. Oui, vous avez dit optique, Ah, oui, j'ai oui. fait un... C'est sphérique. C'est sphérique, Oui. excusez-moi. C'est une illusion d'optique. Voilà, absolument. Vous dites que l'angoisse, qui nécessite toujours la mémoire d'une belle époque, vécue comme le souvenir de l'illusion sphérique, est accompagnée d'une impression de complétude du corps dont nul objet ne saurait être détaché. Alors moi je me suis posé, mais enfin vous nous le direz, peut-être ce que vous en pensez, je me suis posé un peu la question de savoir si cette illusion sphérique pouvait avoir un rapport avec ce temps mythique d'avant le refoulement originaire. Enfin c'est une question que je me suis posée, vous me direz, je vais juste terminer. Pour terminer, avant de vous laisser la parole, une remarque et une question. Vous parlez très peu de transfert dans votre livre, alors qu'il est partout présent lorsque vous évoquez vos analysants, dans ce que l'on peut appeler l'écriture du divan, pour reprendre l'expression utilisée lors d'une des journées de DIP, le salon à Istanbul. Ma question est la suivante. Alors pourquoi ? Question qui me semble concerner, enfin c'est une interrogation concernant le rapport qu'il pourrait y avoir ou pas entre le transfert et le réel. Et là, bon, j'ai essayé de voir un petit peu en suivant votre travail. Je me suis demandé si on pourrait imaginer inscrire le transfert sur le tore, par exemple sur le chemin de parole de l'analysant, chemin symbolisé par une ligne en pointillé dans votre livre. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous laisser la parole et aussi pour laisser le temps pour les questions dans la salle, parce que je suis sûre qu'il y en aura beaucoup. Voilà. Oui, merci. Je ne suis pas sûr d'arriver à répondre à toutes ces questions immédiatement complexes. Oui. Je vais essayer de vous parler du livre, comment il s'est constitué. Donc je voulais traiter l'angoisse. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord colligé un tas de données. C'est-à-dire j'ai réuni des données. Alors où est-ce que j'ai cueilli ces données? Avant tout chez les analysants.
Ensuite, chez moi-même, puisque j'ai quand même le souvenir d'une certaine angoisse, mais évidemment chez Freud et chez Lacan. Donc je parle beaucoup de Freud, je fais un parcours des théories de l'angoisse de Freud et un parcours du séminaire sur l'angoisse de Lacan. Pas seulement ça, aussi comment dire, les philosophes, évidemment Kierkegaard, Heidegger. En naviguant comme ça, j'ai ajouté d'autres philosophes, Aristote, Nicolas de Cuès, Foucault et d'autres encore. Aussi des écrivains dont vous avez parlé, et qui encore, Velázquez, hein, le célèbre tableau des Ménides. Tout ça s'est imposé peu à peu. Quand on écrit, on ne choisit pas tellement ce qu'on écrit. Ça vient, ça s'impose, les associations s'imposent, vous voulez changer de direction, vous n'y arrivez pas, vous revenez dessus, mais il faut chaque fois vérifier ce qu'on dit. Donc il y a cette espèce de collection d'informations. Alors tout ça, je l'ai rassemblé et j'ai comparé. C'est-à-dire, j'ai été pris d'une espèce de démon de l'analogie. Le terme est de Mallarmé, mais je le prends dans un autre sens. C'est-à-dire que je fais par exemple l'analogie entre l'apologue de la montre religieuse chez Lacan et son schéma optique, ou d'autres choses encore. Je prends toutes ces données et je les compare. Les comparant, je les métaphorise en quelque sorte, mais pas seulement les schémas, pas seulement les concepts, pas seulement les apologues, tout ça est un peu métaphorisé, signifiantisé, je dirais. Et ce qui permet d'ouvrir la théorie, parce que sinon on croit que c'est des réels, alors que ce sont des façons d'approcher un problème. Donc j'ai rassemblé, j'ai comparé, et j'ai essayé de structurer tout ça. Alors, je vais vous dire un peu ce que j'ai retenu, je vous donne quelques éléments. Chaque fois que je parle du livre, je donne ces éléments-là. Donc, des éléments qui surnagent dans mon questionnement de l'angoisse. Le premier, et c'est ce qui m'a amené au tort, c'est le vécu de l'angoisse qui serre la gorge, qui oppresse la poitrine, qui noue le ventre, qui serre les jambes. Ça, c'est un cylindre de contraintes qui m'a immédiatement évoqué le tort. Le cylindre est une forme de tort dans la topologie. La topologie, c'est une géométrie des variations. C'est ce qui, comment dire, c'est la quête des invariants dans les variations. C'est ça la topologie. Qu'est-ce qui ne bouge pas quand on bouge tout? Le trou, par exemple. Pourquoi est-ce que ça, comment dire, pourquoi ces symptômes qui enserrent le centre du corps, d'où ça vient? C'est pas évident que ça s'empare du corps de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est cette hystérie tubulaire, en quelque sorte? Voilà un mystère. Hein. Ensuite, il y a un autre, c'est la présence de l'autre, par exemple, l'importance de l'autre pour l'angoissé. Il donne beaucoup d'importance à autrui. L'autre, il l'approuve immédiatement, trop vite. Il est prêt à renoncer à ses propres idées pour soutenir l'autre. Et ça donne dans la vie amoureuse, par exemple, des ennuis, parce que puisque l'autre est trop près, s'il est trop près, il se sent mangé par l'autre. S'il est trop loin, il se sent mangé par son absence. Voilà, encore un mystère. Qu'est-ce qu'il y a encore Et cette question, je trouve, était très bien représentée par les deux torts enlacés. Oui, alors justement, oui, mais ça c'est après. Là, les deux torts enlacés. Là, je montre la clinique, et après, je pense dire que tout ça se résume et se modélise, se mathématise par le tort. Hein. Bon, il y a d'autres choses, encore l'espace, par exemple, le rapport à l'espace. Dans l'angoisse, on sait bien que le danger ou ce qu'on craint,
c'est tout proche et c'est tout loin, on ne sait pas, on ne peut pas le situer. Donc c'est un drôle d'espace. Le temps, alors le temps. Par exemple, dans l'esquisse, le cas Emma amène quand même une grande interrogation sur la temporalité de l'angoisse, présente dans l'angoisse, et la temporalité de l'inconscient tout court. Emma, je schématise, Emma à 8 ans subit un attouchement de la part d'un vieil épicier pervers. Il ne se passe pas grand-chose. À 12 ans, elle entre dans une épicerie, elle rencontre des commis, il y a un des deux commis, des jeunes commis qui lui plaît, et elle éprouve de l'angoisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a eu lieu au temps A, au temps 1, n'advient, ne se réalise, ne devient effectif qu'au deuxième temps. C'est-à-dire c'est une espèce de passé-présent, donc ça subvertit la temporalité ordinaire. C'est un passé-présent. C'est-à-dire on pourrait dire que c'est entre perception et conscience. Conscience après, tout comme l'inconscient. L'inconscient, c'est ça. Voilà, donc le temps, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, l'absence à soi. Vous citez d'ailleurs le livre de Pontalis, Ce temps qui ne passe qui pas. Ne passe pas, à oui. Propos de, il y a vous écrivez des belles choses aussi sur... mais il écrit mieux que moi. Là, non, oui, bon, des choses... Ouais. Alors l'absence à soi qui caractérise l'angoisse. Si je tombe dans une crise d'angoisse, j'ai plus de mots, j'ai plus d'images, je ne sais plus à quoi m'accrocher. Je tombe. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et en plus, c'est symbolisé par des objets où on se voit ne pas être. C'est-à-dire, je ne parle pas d'objet petit a dans le livre, enfin si, un peu, mais si, quand même. Mais je suis parti du constat que ce sont des lieux d'absence. C'est-à-dire que nous voyons l'endroit où nous ne sommes plus, et nous avons cru que nous y étions. Nous avons cru que nous étions dans le sein maternel, et nous avons cru qu'il faisait partie de nous. On voit qu'on n'y est pas. C'est l'endroit où on n'est pas. De même pour les selles, hein. On n'y est pas. Le petit enfant peut avoir peur des selles qui tombent dans les toilettes. C'est parce qu'il se voit disparaître un peu. Et je crois que justement la contrainte cylindrique, ça enserre ce qui a disparu. C'est-à-dire, c'est comme si on voulait récupérer ce qu'on n'a plus. Et l'angoisse souligne dans le même temps le lieu où on n'est pas. D'ailleurs, Lacan en parle beaucoup dans son séminaire sur l'angoisse. Alors, il y a aussi un autre phénomène, c'est l'inquiétante étrangeté, das Unheimliche de Freud. Das Unheimliche a été traduit par l'inquiétante étrangeté, mais c'est aussi l'inquiétante familiarité. C'est-à-dire que si on regarde n'importe quoi, un stylo, une lampe, enfin, peu importe, le tapis, si vous le regardez attentivement, au bout d'un certain temps, il peut vous paraître étrange. Donc c'est une étrangification. Et ça précède souvent l'angoisse ou ça accompagne. Il y a encore un autre phénomène, c'est dans l'angoisse qui est fréquent aussi, c'est la peur de l'inconnu. Alors l'autre est inconnu, les gens sont des inconnus. Comme si l'on avait peur de l'autre, il peut nous faire on ne sait pas quoi. Et je crois que c'est le souvenir de la détresse infantile archaïque où la mère pouvait vous tuer ou vous faire vivre. C'est aussi la mémoire un peu de cette possibilité. Elle ne l'a pas fait puisque vous êtes là. Mais cette possibilité reste inscrite, je crois. Voilà, alors tout ça, je l'ai pris, je l'ai agité, j'ai comparé. Et pour mathématiser tout ça, abstraire tout ça, eh ben, j'ai pensé au tort. Le tort est une figure qui résume tout ça. Et ce tort, j'ai imaginé un voyage vers l'angoisse, passant de la quiétude à l'intérieur de l'anneau du tort, à l'intérieur de la chambre à air, où j'ai ajouté quelque chose venu d'un astrophysicien, Jean-Pierre Luminet, qui parle de l'univers torique
et il imagine des tas de miroirs qui tapisseraient l'intérieur du tore, ce qui donnerait une illusion de sphère. Donc nous sommes dans la quiétude avec l'illusion d'une sphère, parce qu'au fond c'est comme ça que nous vivons. Hein, nous sommes au niveau de nos yeux et nous voyons le monde de façon un peu sphérique. Mais on peut quitter cet intérieur en allant vers le centre du tore, le trou. Et comment on fait ça? Eh ben, en transformant le tore en ruban de Möbius. D'ailleurs, là, il faut que je fasse une remarque. Je trouve toujours que Möbius est écrit avec OE, alors que Monsieur Möbius, c'était O tréma. Hein. Partout, on écrit OE. Mais les machines ne possèdent pas le tréma. Les machines n'ont pas... On ne peut pas mettre le tréma sur le O. Ah bon? Oui, c'est parce que c'est allemand. Ah, ben voilà. Voilà. Enfin, un mystère s'éclaircit pour moi. Oui, oui. En tout cas, ça, c'est dans Lacan. Alors, vous voyez, ça, j'ai cherché dans Lacan la transformation du tore en ruban de Möbius. Et avec ce ruban de Möbius, qui est à l'intérieur, est aussi à l'extérieur, c'est aussi le phénomène de ce qui se passe dans l'inquiétante étrangeté. D'ailleurs, pour Freud, l'inquiétante étrangeté accompagne l'émergence de ce qui est inconscient. Ça s'accompagne d'une inquiétante étrangeté. Et par là, on arrive dans ce trou, le voyage termine dans le trou de l'angoisse, où il s'agit de ne pas rester, parce qu'on peut revenir en arrière en repassant du ruban de Möbius au tore. Et on est à l'intérieur. Il faut passer par le ruban de Möbius. Donc, en écrivant tout ça, j'ai un peu réfléchi aux connexions entre le ruban de Möbius et le tore. Mais on trouve ça très bien expliqué dans Lacan, et surtout dans les travaux de Jeanne Lafont, que je ne cite d'ailleurs pas assez, je trouve. D'ailleurs, elle a écrit un livre qui s'appelle Le langage comme espace, et où je retrouve certaines de mes idées. Alors que je ne suis pas topologue, hein, pas du tout. Je ne suis pas un matheux, je ne suis pas un topologue, j'aimais bien la géométrie dans l'espace, hein, tout ça, mais je ne suis pas un topologue. En fait, ce que j'ai fait avec toutes ces données sur l'angoisse, c'est de retrouver les problèmes qu'on avait en terminale. Quel est le lieu géométrique de ceci ou de cela? Par exemple, quel est le lieu géométrique des points équidistants d'une droite? C'est un cylindre infini. Voilà, on peut le trouver assez facilement si on a un peu d'imagerie dans la tête. Donc, je me suis plutôt appuyé sur ce goût-là, ce goût passé. Je ne suis pas un topologue. Voilà, en gros, le voyage que je propose de faire. Hein. C'est assez facile à imaginer, enfin, je pense. Hein. Donc, c'est pas si rébarbatif que ça. Voilà c'est en gros le contenu du livre. Hein. Non, j'en parle encore. Il y a d'autres questions qui surgissent. La question que je vous avais posée, Ouais. j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu sur la constitution de la chose angoissante, parce que j'ai trouvé Ah, ça la tout à fait chose, intéressant. oui. C'est-à-dire l'idée que l'angoisse n'est pas la même, donc elle est nécessaire, il ne s'agit pas de l'éradiquer, mais que l'angoisse, bien sûr, n'est pas du tout la même en début de cure, où elle est massive, Oui. envahissante, etc. C'est peut-être la qu'en rencontre. fin Ouais. de cure. C'est la rencontre avec l'objet, petit a, si on prend Lacan. Hein, Ouais. c'est la rencontre avec le lieu où on n'est pas, avec l'objet qu'on doit évacuer, l'objet fascinant qu'il faut perdre. En ce qui me concerne, puisque je vais quand même parler un peu de moi, je donnais beaucoup trop d'importance dans ma jeunesse au regard. Ouais, Le regard des gens me fascinait, j'y mettais une plus-value incroyable. Et en fait, il s'agit de perdre cette plus-value. Et cette rencontre avec l'angoisse, avec l'objet qu'on perd, c'est aussi la rencontre avec le désir. Donc c'est à la fois l'angoisse et ce qui vous fait tomber dans le trou, mais on en émerge comment? On en émerge par le désir.
Le désir vous arrache à ça et vous fait passer d'un signifiant à l'autre. Donc il y a le trou de l'objet petit a dont il s'agit d'émerger, ou le trou, comment dire, le trou noir. Il s'agit d'en émerger et d'aller du côté du désir. Je le présente. Il y a le transfert alors. Oui. Non, mais ça, c'est vrai que je n'en parle pas. D'ailleurs, maintenant que vous le dites, je me demande pourquoi je n'en ai pas parlé. Mais j'en ai pas parlé beaucoup du transfert. C'est le moteur. En fait, le transfert est le moteur. C'est le moteur. Le désir de l'analyste, je dirais aussi, joue un grand rôle dans l'avancement du désir. Et d'ailleurs, je veux dire qu'un analyste qui écrit, ça donne une impression, enfin c'est beaucoup d'analysants me l'ont dit, ça leur donne l'impression qu'ils ont un analyste qui désire avancer, qui désire progresser dans l'analyse, dans la théorie. C'est peut-être important aussi, le désir de l'analyste. Mais il n'y a pas besoin d'écrire, hein. Tout le monde n'écrit pas. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on écrit en fait. Oui. Mais c'est vrai qu'on sort de l'angoisse par le désir. C'est une espèce d'exil. Au fond, l'angoisse est déjà un exil dans ses propres tréfonds. Et de cet exil, on sort par le désir. Alors le désir est à la fois, alors là ça devient un peu compliqué, à la fois le retour vers l'intérieur de la chambre à air, mais aussi quelque chose qui surnage, enfin, au-dessus. L'angoisse, oui. Excusez-moi, mais vous dites on sort de l'angoisse par le désir. Mais moi j'ai le sentiment aussi, et je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais que très souvent, derrière l'angoisse se cache le désir. Oui. Hein? Et donc c'est un peu comme si c'était dans les deux sens. Oui, il faut passer par là. D'ailleurs, c'est peut-être pas par hasard que Lacan, dans le séminaire qui suit celui sur l'angoisse, a parlé de la causation du sujet et du désir. Mais là, il en donne une version plutôt algébrique, très abstraite, logique, alors que dans l'angoisse, on navigue dans l'imaginaire, dans un imaginaire qui rencontre le réel, quoi. C'est vrai que lorsque j'ai lu votre livre, il y a eu un moment comme ça où j'ai été frappée par justement l'absence de référence au transfert. Je me suis dit, mais c'est quand même terrible, hein, un bouquin entier écrit sur l'angoisse et sans parler du transfert. Et puis très rapidement, je me suis dit que c'était pas comme ça qu'il fallait le formuler, puisque le transfert, il était partout, enfin, il est partout dans tout ce que vous proposez. Enfin, ce cas, sont tous des gens qui sont dans un transfert. Oui. Dont vous parlez, tous. C'est pas sans le transfert. Donc c'est pour ça que m'est venu à l'esprit. Et après, cette idée peut-être un peu farfelue, mais de me poser la question de savoir si on pouvait le transfert, si on pouvait, Lacan dit qu'il n'y a qu'un seul transfert, hein, et si on pouvait l'écrire comme ça sur ce chemin de parole de l'analysant, ou parallèlement. Non, mais alors je ne vois pas où le situer dans ce livre, où je me suis enfoncé dans la question de l'angoisse. Et de la chose. Hein. Oui. De la chose, alors vous posiez la question de la chose. Alors depuis des décennies, je suis passionné par l'esquisse. J'ai traduit il y a fort longtemps avec mon frère, j'avais traduit l'esquisse, qui n'avait pas une bonne traduction. Parce que la traduction officielle comprend, d'après mon frère, qui enseignait l'allemand en faculté, il y avait au moins 300 contresens. Pardon ? Monique Schneider a repris. Oui, il y a aussi Suzanne Hommel il y a plusieurs équipes qui ont bien traduit maintenant l'esquisse. Et dans l'esquisse, il est question de cette chose. C'est un aspect essentiel de l'esquisse. L'esquisse, c'est c'est ce à quoi, c'est une part obscure de la mère, hein, à quoi l'enfant ne peut pas s'identifier. Cette part obscure est ce qui crée une obscurité au sein de lui-même, puisqu'il n'a pas d'identification à ce centre de la mère,
Donc il a une part obscure, un trou noir en lui. Et Freud en fait même quelque chose de neurologique. Hein. Parce qu'entre l'esquisse et l'interprétation des rêves, il y a toute une abstraction qu'opère Freud. Par exemple, le refoulement au départ dans l'esquisse, c'est conçu de façon neurologique. Dans les neurones circule quelque chose qui peut stagner, qui peut être refoulé. C'est concret. Et tout ce concret neurologique, en quelques années, il l'enlève et il reste les abstractions. Au fond, toute proportion gardée, je me suis dit, est-ce que c'est pas ça que j'ai fait avec cette avancée du tort? C'est-à-dire que j'ai abstrait des choses qui étaient très concrètes, cliniquement concrètes. Mais moi, j'ai surtout pensé à l'analyse des angoissés. Parce que quand même, j'ai vu beaucoup de gens angoissés. Je ne sais pas combien. C'est quand même le motif de consultation le plus fréquent. Je ne sais pas combien j'en avais vu dans ma vie. Un millier, allez. Et comme ils s'en sortent, mais par le désir, je dirais. Vraiment. Par le désir. Et ça, c'est la cure qui le produit. Il y en a même un qui m'a dit, un s'est pris de passion pour la topologie, et il m'a dit, c'est grâce à la topologie que je me suis sorti de l'angoisse. Non, mais pas depuis que j'ai écrit le livre, avant. C'est tout à fait étonnant. Toute passion, tout intérêt, tout désir. Ouais, toute passion Ouais. permet De quitter le monstre. De retrouver le désir, et puis le monstre se transforme en quelque chose de plus connu. Interrogatif, simple Mais interrogation. est-ce qu'il reste quelque part ou est-ce qu'il disparaît? Je pense qu'il reste quelque part. Il reste quelque part. Parce que cette chose de l'esquisse, d'ailleurs cette chose venue d'Aristote, hein, parce que Freud prend pour son étude sur la psychologie scientifique à l'usage des neurologues, il prend un modèle aristotélicien qui était courant à son époque en Allemagne. Donc la chose, c'est das Ding, la chose en soi d'Aristote. D'ailleurs j'en parle dans le livre un petit peu, je plonge aussi un petit peu dans Aristote, puisque sa conception du concept, pour toute chose, hein, c'est quand même une conception où le centre, c'est la chose en soi, mais on ne sait pas trop bien ce que c'est. Je donne l'exemple du lion. Qu'est-ce que c'est la léonité? On ne sait pas. Enfin, il y a la crinière, et le jaune, le rugissement, tout ce qu'on veut, mais c'est autour d'un centre insaisissable. Et c'est pour toute chose. Mais tout l'Occident pense comme ça. Hein, substantif et adjectif, ça structure toute chose. Et je pense que l'angoisse peut surgir de tout, parce qu'il y a de la chose aristotélicienne dans le concept de n'importe quelle chose, et donc ça peut surgir de n'importe où. Maintenant, cela dit, il y a aussi des angoisses dans les pays asiatiques, que je connais un petit peu, alors qu'ils n'ont pas cette conception d'un centre qui serait la chose même, et autour des attributs ou des propriétés. Ça a la même valeur, substantif et propriété. Tout est équivalent. Néanmoins, ils connaissent l'angoisse, mais là, je n'ai pas étudié l'angoisse. Enfin, la chose de l'esquisse, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, dans le séminaire sur l'éthique, Lacan consacre de nombreuses séances en séminaire à das Ding, à la chose. Hein. Quand même des gens qui restent longtemps avec l'idée de l'angoisse. C'est presque personnalisé, leur angoisse. Il leur arrive de me dire, j'ai peur de perdre mon angoisse. On peut dire, ils en parlent de la même façon, mais au fil du temps, c'est quand même ça, une autre connotation, une autre intensité. À un moment donné, on a l'impression qu'ils n'y croient plus tout à fait comme au début. Et ça se délite. Mais je dois dire que je n'ai jamais repéré un moment où ça lâchait. C'est peu à peu, ça vient, ça s'en va,
ça revient, ça s'en va, ça s'atténue. Est-ce que ça doit lâcher Bon, un peu, enfin, il faut quand même pouvoir vivre avec. Oui, vivre avec. Sinon, je n'aurais pas pu venir. Hein. Oui, non, mais dans le paroxysme, sinon, est-ce que ça ne fait pas partie d'une condition humaine? Ben oui, bien sûr. Ce que vous dites, hein. Oui, d'ailleurs, je pense que nous nous sentons vivants à cause de l'intensité du vécu anxieux. Nous sommes humains parce qu'il y a cette chose, l'angoisse. J'imagine pas un humain qui n'ait pas d'angoisse. Et l'éthique, d'ailleurs, est-ce que c'est pas la condition de l'éthique? Enfin, pour Freud, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, alors il y a un problème philosophique, la relation entre le corps et l'esprit ou le psychisme. Ça, c'est pas simple. C'est toute la question de l'hystérie, de la complaisance somatique. J'en parle aussi un petit peu. Ça pose énormément de questions. D'ailleurs, ce livre, au fond, c'est un livre de recherche. C'est-à-dire, ce que je voulais, c'est montrer comment un analyste théoricien cherche. Et c'est même, on peut même voir une structuration autre que théorique, une structuration, comment dire, un peu comme l'analyse d'un rêve. Hein, comment on fait avec le rêve? Il y a l'énoncé du rêve, on le découpe en morceaux, on associe chaque morceau, on associe à chaque morceau les idées qui viennent, ensuite il y a les associations secondaires, tertiaires, et puis on les relie. C'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je suis allé à droite, à gauche, en fonction des différents thèmes. C'est un peu un rêve, mais utile, un rêve théorisant, qui essaie de saisir un problème clinique. Et à propos de ce qui a été dit tout à l'heure, pour moi, tout est clinique. Ce que dit Lacan, ce que dit Freud, Velasquez, les littérateurs, enfin, tout peut être conçu comme une parole recevable dans une écoute clinique. Pour moi, la clinique, c'est pas quelque chose, c'est pas un territoire défini. Pas forcément toujours ce transfert, par contre. Pardon? Pas forcément Non, ce non. transfert. Est-ce que ça existe des gens sans transfert? Ça, oui, transfert analytique. Voilà, d'accord, sans transfert analytique. Recevoir, Est-ce qu'ils ne sont pas toujours en transfert? Est-ce que l'humain ne transfère pas sans oui, arrêt? si. Oui, parce que Freud parle de qu'est-ce qu'il parle de processus primaire posthume à propos du cas Emma. Emma, donc, qui a subi un attouchement, puis qui a fait de l'angoisse plus tard. Et on peut se demander pourquoi elle fait de l'angoisse. C'est parce qu'elle était en zone, elle découvre rétroactivement, d'ailleurs c'est très important la rétroaction dans l'angoisse, rétroactivement qu'elle était dans une zone où fonctionnaient les processus primaires avec le danger que ça comporte. C'est-à-dire que le processus secondaire tient compte de la réalité, mais le processus primaire non. Donc ça peut vous tuer. Et on est constamment à prématurer. D'ailleurs, j'en parle aussi à propos de le stade du miroir, enfin tout. Quoi. C'est la question de l'après-coup. Oui, Voilà. après-coup, vous en parlez C'est là. beaucoup. Oui, il n'y a pas d'angoisse sans après-coup. L'angoisse est un effet d'après-coup. Ouais. C'est un livre d'exploration. Je voulais faire plein de choses. Hein. Vous en avez déjà fait. On a déjà fait pas mal. Montrer comment on cherche. Et aussi montrer aussi que cette recherche se fonde sur des travaux de centaines de gens. C'est-à-dire que ce n'est pas un individu donné, c'est-à-dire Jardin qui crée. C'est des tas de gens qui ont fait des apports qu'il s'agit de faire converger, de synthétiser. J'ai aussi essayé dans ce livre parfois d'extrapoler. C'est-à-dire que les gens disent, par exemple, Irène Diamantis, elle amène des choses, elle dit le phobique ne peut qu'affirmer. Ah, ça m'a frappé. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il approuve, c'est vrai, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que l'angoissé soutient l'autre, il a une espèce d'approbativité.
c'est vrai, mais j'ai pris dans le sens comment dire, théorique de l'affirmation, de ce que Lacan fait de l'affirmation comme étant la symbolisation primaire, la création des signifiants. Et donc il m'est venu l'idée que peut-être que l'angoissé, le phobique aussi, garde l'objet vocal en soi, il n'arrive pas à le lâcher, et que en plus, il y a quand même les signifiants qui se mettent en marche, mais il est dans un entre-deux. Oui, je trouve que quand même que vous dites des choses très intéressantes à propos de la langue. C'est ça, c'est ça. La langue, oui. Et du phobique qui reste encore dans la patte. Oui, dans la patte, oui, langagière, langage articulé. Oui, oui. Comment dire, le commandement surmoïque fonctionne comme étant sans aucun sens. On ne reconnaît rien, il y a la chose de la voix. C'est ça qui donne le surmoi. Alors est-ce qu'on en sort de ça? Il faudrait voir, parce que cette chose-là accroche bien davantage les gens que d'autres choses. Le surmoi, c'est difficile à faire, comment dire, à dépasser. C'est-à-dire qu'il est difficile, je crois, de savoir ce qui est Pardon? positif. On dit qu'on disait qu'on l'assouplit du surmoi. Du surmoi et ce qui est destructeur. Il est destructeur. Oui. Il est destructeur, mais il n'est pas que destructeur. Il est nécessaire aussi. Euh, Quelqu'un qui n'a pas de surmoi, il ne se tient pas non plus. Oui. Encore que Oui, ça fait quand même une colonne vertébrale. c'est une intégration c'est une intégration une subjectivation. Parce que la chose, le surmoi, peut ne pas être subjectivé. Alors voilà, il y a différents types de surmoi. Voilà. Au surmoi. Faute, Mais l'idée de la faute, par exemple, chez Kafka, on voit très bien avec le procès. oui. En même temps, il y a peut-être eu chez. Enfin, il y a toujours une culpabilité massive à la base de l'angoisse. Oui, mais pas seulement. Chez Kafka, il y a aussi une espèce de déréliction. Sa mère était en deuil quand il était petit. De deux frères, et puis de sa mère, de sa grand-mère. Enfin, c'est. Mais l'angoisse est pour moi une réactualisation de la détresse primaire. Mais à propos de l'angoisse du surmoi, dans les cas que je rapporte dans le livre, il y a souvent des mélanges. C'est-à-dire qu'il y a l'angoisse du surmoi, mais il y a aussi, par exemple, un abandon précoce. Alors ça se superpose. Voilà. Ça va résonner aux différents niveaux. Oui, je pense à un cas, je crois que je l'ai appelé Blanche. Elle est à la fois, elle a subi un attouchement, enfin pas un attouchement, un petit geste pervers de son père qui lui a montré une revue pornographique. Ensuite, son frère est mort, donc angoisse d'abandon par le frère. Et finalement, une angoisse éthique quand elle était avec un chef de service, parce qu'elle était, elle était médecin, et elle avait un odieux chef de service. Elle ne supportait pas, elle avait des angoisses quand elle le voyait maltraiter les gens et qu'elle n'osait rien dire. Donc c'est éthique, c'est sexuel et c'est aussi l'abandon. Souvent il y a des mélanges. Mais il a écrit ça. Mais c'est un vécu. La métamorphose, il a écrit ça en une nuit, si je me souviens bien. Et le lendemain, il a écrit à Félix, à sa fiancée, en lui disant: j'ai écrit un petit récit qui va bien t'amuser, bien te faire rire, effectivement. Et j'espère que tu vas le montrer à ton père. Et c'était au moment où il voulait la demander en mariage. J'espère que tu vas montrer ça à ton père. Une réussite à coup sûr. Là, il est tombé dans l'angoisse quand on l'a sommé de dire ce qu'il voulait. Quoi. Quel est ton désir? Plouf. Il paraît que quand il lisait ses textes, il riait. Il avait beaucoup d'humour. Oui. Pas du tout à prendre comme nous on peut le prendre. Avec des amis, enfin quand il lisait quelque chose qu'il avait écrit. Enfin, je pense quand même qu'il était terrorisé. Très souvent. Comme les gens qui font des blagues. L'humour vient de la terreur. À propos de être dévoré par la peur d'être dévoré par la mer, je crois que vous avez parlé de ça. Oui.
j'ai oublié de parler des torts enlacés, des torts complémentaires. Parce que on peut aussi dire que il est dévoré par la mer tout en la dévorant. Enfin, c'est un double mouvement. C'est au niveau de boucher le trou. Voilà. C'est-à-dire que chacun comble son trou oui, combler son trou en comblant l'autre. C'est ça, exactement. Ouais. Ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment, oui, c'est vraiment très intéressant. C'est Ça. parlant. Plutôt enlacé. Et qu'effectivement, on sort de l'angoisse avec ça. Je pense. On a compris, ce qui est très difficile, que c'est pas la peine d'essayer de boucher ni chez soi. Ni Oui, oui. Quand on supporte le manque de l'autre. C'est très difficile de supporter le manque de l'autre. Oui, ça, c'est sûr. On n'en est pas revenu tout. Ça y est, d'abord parce que ça bouge bien le sien, quoi. Vous disiez, on serait pas là. Oui. Non, on va peut-être s'arrêter alors sur ces paroles joyeuses. Merci. Bien, merci. beaucoup. Merci à vous.